Bonjour les amis et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de la DS4 Crossback de 2018. Ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que ce moteur-là il est fiable sur une voiture de 140 000 km. Et le moteur en question c'est, je te le dirai pas tout de suite, abonne-toi et like et suis-moi. Alors avant de commencer les présentations de la DS4, je voulais d'abord remercier les 1600 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Oui, on est déjà 1600 et je vous remercie gracieusement car c'est vrai que d'une, c'est pas facile de voir ma trogne et puis mon accent. Et puis surtout, à faire n'importe quoi sur certaines voitures, je m'aperçois qu'il y a un certain public qui aime bien regarder ce genre de conneries. Il faut pas l'oublier, je suis là grâce à vous. Merci beaucoup à tous. Bon allez, on fait les présentations de cette saloperie. Et c'est parti, on fait les présentations. Voici ma DS4 Crossback que je conduis depuis plus de 10 000 km. Et réellement, la voiture, malgré que la conception soit assez ancienne, je suis d'accord avec toi, car elle a bientôt 10 ans, oui, elle est sortie en 2011 sous les logos Citroën DS. Et après, ensuite, elle est devenue une marque à part entière qui est Premium. Alors attention, hein, c'est pas fou non plus. Hein. Le Premium chez Citroën, ou plutôt DS, n'est pas le même que chez Mini ou Audi. Mais bon, continuons. Esthétiquement parlant, cette voiture-là, elle est plutôt sympa pour une vieille voiture ou plutôt pour une vieille conception. J'adore, par exemple, les ailes arrière avec ces grosses arêtes. Regarde comme elles sont méchantes. Elles vont carrément jusqu'au feu. Oui, si tu casses le feu, c'est la cata. J'aime bien aussi les arêtes à l'avant. Ce qui différencie d'une DS4 traditionnelle, déjà que la voiture, elle est surélevée de 3 cm. Aussi, on a des petits plastiques, des petits rajouts de rajouts sur les ailes avant et les ailes arrière. Et en plus de ça, ils nous ont foutu des barres de toit, ou plutôt une galerie pour mettre des barres de toit sur le pavillon. C'est plutôt dans l'ensemble sympa, ça fait baroudeur. Ne rêve pas d'aller là-bas car tu n'as pas une boîte avec un autobloquant et encore moins un différentiel dessus. C'est juste une voiture pour traverser un micro-trottoir en plein Paris, c'est tout. Et à l'arrière, c'est la même histoire comme à l'avant, c'est quasiment pareil mais légèrement différent. Ils t'ont rajouté un logo Crossback en noir mat, ce qui est dommage, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Ils n'ont pas changé la couleur du DS, bon, peu importe. Ensuite, quand on recule derrière, on a des fausses sorties d'échappement en plastique. Et ce qui est dommage, et moi par contre c'est vrai que là ça me chagrine un tout petit peu, c'est que quand je me baisse un tout petit peu pour faire mon lacet, je vois mon échappement qui pendouille d'un côté. Et ça c'est vrai que c'est pas terriblement joli. Un autre petit défaut, c'est l'essuie-glace arrière. Il essuie quasiment que dalle, car il est tout petit. Regarde mon bras, regarde l'essuie-glace. Tu vois, bon, il essuie jusqu'en haut, on est d'accord, mais de l'intérieur ça se voit quasiment pas. Bon, peu importe. Le coffre, relativement spacieux pour cette gamme de voitures. Je vais te mettre le litrage là qui va s'afficher quelque part. Mais par contre, il est très profond. Ce qui fait que pour les petites personnes qui ont mal au dos, ça va être relativement horrible de mettre leurs courses dedans, en sachant que il n'y a aucune protection sur le rebord là. Et c'est vrai que ou tu vas te saloper par contre ton pantalon, ou tu vas rayer le pare-choc. Dedans, il y a aussi trappe à ski. Et puis surtout une galette pour te dépatouiller si tu crèves. Et ça, c'est relativement rare parce qu'aujourd'hui, ils nous foutent un petit kit de gonflage qui ne sert strictement à rien. Allez, on va parler des places arrière et puis des quelques petits défauts que moi, dans l'utilisation de la voiture au quotidien, j'ai rencontré. Le petit défaut, non, ne la regarde pas comme ça. Le petit premier défaut, c'est la portière et sa forme. Si tu veux pas assommer quelqu'un, regarde bien. Faut que tu fasses attention autour de toi. Par exemple, si les enfants jouent avec la porte, il y en a un, faut pas qu'il se coince la tête entre la portière et cette pelle à tarte. Bon. Ce problème-là engendre un autre problème. L'autre jour, quand je me promenais avec ma fille, tu vois, dans les champs par là-bas, dans le Loir-et-Cher, elle a vu des chevaux et elle m'a dit, papa, tu peux baisser la vitre. Je cherche le bouton. Merde, j'en ai pas trouvé. Je me suis dit, peut-être il est au milieu. Tu sais, comme avant, là-bas, il foutait au milieu. Il y est pas. Et je me suis aperçu que j'ai acheté une voiture sans lève-vitre, ni même des boutons de lève-vitre. En fait, en regardant après les forums, cette bagnole-là, elle existe en 4 portes, ça y a aucun problème. Mais par contre, les vitres arrière se baissent pas. Elles sont fixées à vie. Tu ne peux pas la baisser, la vitre. Ce qui est emmerdant un tout petit peu quand tu as des enfants à l'arrière. Donc ce problème-là a engendré un problème de carreau parce qu'il est plus large, il va plus loin. Ce qui fait que il peut pas baisser dedans. Voilà. Une question de coût encore pour une voiture premium.
Troisième petit truc, c'est que je trouve dommage que cette partie-là n'est pas dure, comme par exemple sur les Picasso ou autres. Bon, tu vas me dire, c'est pas un monospace, oui, mais ça reste une voiture premium crossover. Alors, ils auraient pu mettre ça avec une petite tablette qui se baisse. Et là, ça aurait été quasiment bien. Malgré que les places sont pas très grandes pour les enfants, c'était suffisant. Niveau visibilité, si par exemple tu recules, eh ben, c'est pas fou non plus, hein. Les montants sur les côtés à l'arrière, ils sont gigantesques, donc tu vois pas dans les angles. Et puis, bah, la lunette, par rapport à la coupe extérieure qui est jolie, bah, ça gâche la vue, hein. Faut être honnête. Surtout quand les appuis-têtes sont dépliés avec, par exemple, des ados ou des adultes derrière. Faut faire attention. C'est pour ça que je préfère te dire, privilégie un modèle relativement récent où il y a déjà une caméra de recul, on voit assez bien comme ça, et si tu as les capteurs de recul, déjà t'es bien, t'es propre. Bon, l'ancien propriétaire, il abîmait plusieurs fois le pare-choc, donc on voit une différence de teinte. Bon. Au niveau du devant, hop là, on est relativement bien. Franchement, les sièges sont confortables, il n'y a aucun problème. On est bien. Bon, les plastiques, au niveau du tableau de bord, ou plutôt la planche de bord, c'est pas dégueu, c'est bien. Il y a pas grand-chose à critiquer. Bon, la voiture, elle fait un peu gris, elle me fait un petit peu penser à une Renault, parce que par exemple là, ils auraient mis, pour une voiture premium, du noir brillant, s'habiller tout de suite. Par exemple là, tu vois, ça fait fade. Alors tu te dis, bah ouais, mais c'est du plastique brut. Non, les mecs, ils s'en fait chier, regarde, à mettre des petits carrés dedans, mais on les voit quasiment pas. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que dans l'ensemble, visuellement, ça n'a pas vieilli. C'est quand même relativement sympa. Il n'y a aucun problème. Au niveau des compteurs, c'est pas dégueulasse. Tu vois, la visibilité, elle est bonne. On se croirait dans une sorte d'Alfa Romeo, par exemple. Les commandes tombent pile poil dans les mains. Mais par contre, il y a aussi l'histoire de la couleur. Par exemple, là, tu vois, tu peux choisir tes couleurs. Il n'y a aucun problème. Sauf que les couleurs, c'est du blanc et du bleu. Ce qui est quand même relativement triste pour une voiture, encore une fois, premium. Avec les LED aujourd'hui, les gars, vous aurez pas pu foutre, je sais pas moi, du rouge, du vert, enfin je sais pas, cette couleur. L'usure du véhicule à l'intérieur n'est pas dégueulasse. Tu vois, elle a 137 259 km. Le volant, il est bon, tout est beau, tout est nickel. Le pommeau de vitesse manuel, on voit quasiment plus les chiffres. Donc voilà, mais il se déchire pas. Alors là, c'est au top. Et puis les sièges, tu peux regarder, tu vois. C'est relativement propre, c'est quand même beau, la matière elle est relativement bien solide. Donc c'est pas mal. Le GPS, donc sur les véhicules de 2018, un tout petit peu auparavant, ils sont tactiles, donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa. Et puis ici, tu as le côté ventilation pour la clim, etc. Ça a tendance à déconner. On est déjà au deuxième ventilo. Il y a aussi là-dessus les pare soleil rabattables. Alors ça, c'est super sympa. On a plus de visibilité, ou plutôt on a plus de lumière quand on conduit. Quand t'es comme ça, mine de rien, ça a de la gueule. Bon, le rétroviseur, il gâche un tout petit peu le truc, en sachant qu'il sert quasiment à rien, parce que franchement, on voit rien dedans. Tu vois quelque chose, toi, quand t'as une bagnole? Non, on voit rien. Donc voilà. Le ciel de toit noir, ça rappelle le côté premium des Mini, des BMW, des Audi. Ça, c'est plutôt à mon point, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je pourrais te faire voir d'autre? Ah oui, il y a une boîte à gants là. Et au niveau des rangements, je crois que c'est quasiment fini, il n'y a rien d'autre, hein. Tu peux mettre ton téléphone là, si c'est un gros Samsung, un gros iPhone, c'est limite, hein, ça rentre pas. Moi, je mets une grosse ventouse sur le pare-brise comme ça, qui est dégueulasse, mais bon, il n'y a pas le choix quand même. Allez, je vais te faire voir le beau moteur 1 litre 2, 130 chevaux, 3 cylindres. Alors là, il fonctionne. Et il est plutôt pas trop bruyant. Voilà, quand il fonctionne, ça donne ça. Ça tremblote comme un 3 cylindres, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Bon, pareil, ma belle voiture premium, elle a pas de vérin, donc je suis obligé de le tenir avec ma main. Mais bon, après, tu vois, pour presque 140 000 bornes, ça dégueule pas trop l'huile. Parce que faut accélérer quand même pour être bien. C'est une voiture qui marche à partir de 2000 tours minute. Réellement, c'est très creux, c'est très fade sous cette barre-là. Il y a pas de couple, il y a rien du tout. Faut que tu accélères quand même, faut que tu lui en mettes plein la gueule. La voiture, elle est relativement lourde. D'occasion, si tu chopes ça à peu près dans les 10 000 euros, même moins cher, parce qu'il y en a à moins cher, ça reste quand même une bonne voiture pour rouler en ville avec un critère 1. Donc avant de faire notre tour de voiture, avant de mettre cette magnifique clé dans le contact, déjà je comprends pas pourquoi j'ai encore une clé, mais pas kit main libre. Ah oui, parce que chez Citroën, ils ont la technologie depuis de nombreuses années. Et sur un modèle 2018, je trouve ça abusé. Bon, elle est jolie, hein, c'est une voiture premium avec une clé premium. Mais j'aurais préféré avoir une voiture premium avec une clé sans contact premium, tu vois. Mais bon.
Bon, ma DS4, elle est de 2018, mais faut être honnête, la conception, elle est beaucoup plus vieille, elle a bientôt 10 ans. Mais ça se ressent pas au volant. Vraiment, on est super bien assis, tout tombe dans les mains. Alors, on est d'accord, toutes les Citroën, en règle générale, étaient toujours confortables. Alors, comment te comparer ce moteur-là avec mes mots par rapport à mon expérience? Car vu que je suis pas professionnel de l'automobile, ou plutôt de la présentation automobile, faut que je trouve les mots justes. Donc, le 1 litre de PureTech, 130 chevaux, 3 cylindres, accouplé à la boîte 6, je te le comparerais à un bon vieux 1 litre 9 turbo diesel sur une BX par exemple, ou une Xantia, pourquoi pas, ou même une R19 phase 2, car elle me fait penser en fait à rien à voir en bas. Et dès que tu arrives dans la barre des 2000 tours, parce que c'est pas bien précis au niveau du contour avec les grosses barres, je te ferai voir ça tout à l'heure, et tu as un coup de pied dans le pantouflard. Et je te jure, c'est hyper flagrant. Par exemple, quand tu roules, là, je suis en 6e, j'appuie, je suis à 90 à l'heure, j'arrive pas loin des 2000 tours, et là, tac, tu sens le turbo qui envoie tout, il envoie la patate. Et sur les régimes inférieurs, donc 2e, 3e, c'est limite t'es en train de faire patiner les pneus, quoi, tu vois, tellement ça pousse. Donc, au niveau de l'agrément de conduite, c'est pas très agréable si tu t'en sers de ça en ville. Par contre, c'est rigolo. Alors voilà, niveau compteur et contour, ça donne ça. Je voulais te faire voir à quoi ça ressemble. Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup de précision. En plus, c'est tout petit sur ce côté-là. Ils auraient dû le mettre en plein milieu comme une sportive, tellement ça lagnac sur les premiers rapports. Attends, je vais me mettre en deuxième. Là, devant moi, j'ai un rond-point. Et je vais te faire une sortie de rond-point. Je vais essayer de... Attends, j'accélère un peu parce qu'il y a des bagnoles qui arrivent. J'ai pas envie de freiner. Puis je suis pas en boîte automatique. Mais là, attends, je vais descendre. Donc là, je suis... Voilà, à 1500 tours. Et regarde. J'appuie à fond. Et là, regarde, pouac, comment ça part au niveau du compteur. Je suis en deuxième, hein. Donc, ça marchote. Mais ça marchote que quand le turbal, il se déclenche réellement. Sous la barre des 2000... c'est complexe. Quand tu roules comme ça, tiens, je me mets en 5e à 70, parce qu'il y a beaucoup d'endroits à 70 aujourd'hui, tiens, sur le périph', tu fais comment en 6e par exemple, tu vois? On sent que la voiture en 5e, elle rampe pas, mais il y a une difficulté du sous-régime. Ça passe, mais pas trop quand même, faut pas déconner sur les signal blocs, tu vois. Donc voilà. Regarde ce qu'elle m'affiche. Elle m'affiche 8 litres 8. Bon là, on n'est pas vraiment dans l'écologie ni l'économie du carburant. Bon là, c'est mon record parce que je roule à 90-100. Mais quand tu roules convenablement dans ce département, à peu près à 85 à l'heure, non réellement, sans déconner, ouais, tu es dans les 7 litres 5 quoi. Donc en soi, c'est pas fou. Hein, je m'attendais à un 4 litres 5 avant d'acheter la bagnole et puis au final, je me retrouve avec une consommation d'une Laguna de essence 1 litre 8. Et j'en ai une, donc je sais de quoi je parle. Alors, la question est, qu'est-ce que j'en pense de ce moteur-là sur 10 000 bornes? Tu sais, nous à la campagne, on fait des lignes droites, on fait un tout petit peu de ville. Donc, moi, je trouve ce côté un petit peu nerveux après 2000 tours rigolo. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout des gens qui roulent sur un périphérique ou en ville, enfin, voilà. Mais, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement un moteur fiable. Bon, je dis pas ça comme ça dans le vide, mais franchement, le proprio d'avant, et même moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai encore sur 10 000 km pas rajouté de l'huile. Donc quelque part, je te dirais même que ça se trouve, dans 10 ans par exemple, je serais pas vraiment surpris de voir des PureTech 1 litre 2 à 300 000 km. Par exemple, à contrario, moi qui travaille chez Renault, je le dis à personne, le 1 litre 2 Renault, tu vois, qui est sur les captures, les Duster et tout, c'est de la grosse daube parce qu'il consomme de l'huile et en ce moment même, il y a énormément de rappels sur cette mécanique-là. Donc, essaye le moteur et fais-toi ta propre idée. Moi, je donne pas mon avis. Enfin, voilà. Voilà le résultat de dire rien pour rien. Voilà les amis, j'espère qu'avec mes petites critiques, je t'ai aidé un tout petit peu dans ton choix. C'est une bonne voiture, mais c'est pas fou non plus pour une voiture premium. Sur ce, abonnez-vous, likez et à bientôt. Ciao.